Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet nouvel épisode sur la méthode des ratios. J'ai décidé de faire cet petit épisode justement pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'assister avec nous à cette séance. Donc il s'agit d'effectivement la suite du cours d'analyse et diagnostic financier et plus précisément sur la méthode des ratios, et on va justement donc avoir la possibilité de voir les ratios suivant des rubriques. Commençons d'abord par la première rubrique qui est celle de la rubrique des ratios de structure. Bien sûr, la méthode des ratios, ça nous permet effectivement de voir est-ce que l'entreprise jouit d'une bonne santé financière ou non, c'est-à-dire c'est les indicateurs sur lesquels je me base pour effectivement avoir la décision ou bien l'idée d'abord sur la situation de l'entreprise. Et d'abord, on commence par la structure. Donc, on va voir d'abord, est-ce que l'entreprise a une bonne structure financière? C'est-à-dire, quand on parle de structure, c'est comment le bilan il est conçu. C'est-à-dire, quelle est la structure du bilan? C'est-à-dire, la structure du compte qui dit structure du bilan, dit structure de l'actif et structure du passif. Donc, bien sûr, pour voir la première rubrique concernant les ratios de structure de l'actif, et est-ce que l'actif il est bien structuré ou non. Et donc effectivement on calcule trois ratios, c'est-à-dire c'est la part de chaque masse ou bien de chaque classe de l'actif, vous savez les masses et les classes de l'actif, sur l'actif total. Et donc on calcule par exemple l'actif immobilisé sur l'actif total, l'actif circulant sur l'actif total et la trésorerie active sur l'actif total pour savoir quelle est la part de chaque masse dans l'actif total. Par exemple, si on a calculé le premier ratio actif immobilisé sur l'actif total et on a trouvé par exemple, je dirais n'importe quoi, 50%, je vais dire que l'actif immobilisé, il représente 50% de l'actif total. De même pour la structure du passif. Pour la structure du passif, c'est la même chose. Donc je calcule trois ratios de structure du passif en divisant chaque masse du passif sur le passif total. En calculant par exemple la première masse ou bien la première classe qui est le financement permanent sur le passif total. Donc pour voir quelle est la part de cette masse, de ce financement permanent ou bien de cette classe dans le passif total. Donc là, je peux avoir à travers les ratios de l'actif et du passif, avoir comment l'actif il est conçu et quelle est la structure de l'actif et du passif, effectivement, quelle est la structure du bilan. Le ratio qui suit directement pour voir toujours la structure financière d'entreprise, c'est le ratio de fonds de roulement. Et donc effectivement, c'est un ratio qui est calculé par le rapport entre le financement permanent et l'actif immobilisé, c'est-à-dire, autrement dit, on va voir effectivement est-ce que les ressources stables arrivent effectivement à couvrir la totalité des emplois stables. Et dans ce cas, le ratio de fonds de roulement il doit être largement supérieur à 1, excusez-moi, donc c'est supérieur à 1 largement pour dire que le financement permanent, c'est-à-dire les ressources stables, dépassent largement les emplois stables, et donc le reste, le reliquat, la différence, il est appelé, comme nous l'avons calculé déjà au niveau des indicateurs de l'équilibre financier, on l'avait donc calculé sous forme de fonds de roulement. Bien sûr, il est exprimé en unité monétaire. Le fonds de roulement il est exprimé en dirhams, mais le ratio de fonds de roulement il est exprimé sous forme de coefficient ou de ratio sans unité. Le ratio suivant, c'est le ratio d'autonomie financière. Bien sûr, il calcule ou bien il renseigne sur le degré d'autonomie financière de l'entreprise, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise, quel est son degré d'autonomie ou d'indépendance financière. Donc s'il dépasse, donc c'est la division ou bien c'est le rapport entre les capitaux propres et toute la classe de financement permanent, je prends les capitaux propres qui est une partie de cette classe-là et je la divise, et donc ça doit donc dépasser largement 0,5 pour dire que les capitaux propres dépassent
justement les dettes à long et moyen terme, puisque le financement permanent, il est constitué des capitaux propres et des dettes à long et moyen terme. Donc si le cas figure il est là, si ce ratio dépasse 0,5 comme étant donc un ratio, on va dire que l'entreprise jouit d'une autonomie, justement parce que les capitaux propres constituent plus de 50% de la masse ou bien de la classe financement permanent. Donc le ratio qui va suivre, effectivement, et ça donne la même information, il est appelé ratio d'endettement. Donc ce ratio d'endettement, c'est les dettes à long et moyen terme, c'est-à-dire la deuxième partie du financement permanent, qui est les dettes à long et moyen terme, sur le financement permanent, et c'est le complément à 1 de l'autonomie financière. Donc le ratio d'autonomie financière et le ratio d'endettement, ils sont complémentaires. Si je fais la somme de ce ratio et de celui-là, je vais avoir l'unité. Et donc, bien sûr, chacun de ces ratios est le complément à 1 de l'autre. Et donc, bien sûr, ce ratio d'endettement doit justement être inférieur à 0,5. Donc, s'il est égal à 0, on va dire que l'entreprise jouit d'une autonomie financière complète. C'est-à-dire, dans ce cas, c'est les capitaux propres qui constituent le financement permanent. La même chose si le ratio d'autonomie financière est égal à 1. S'il est égal à 1, on va dire que l'entreprise jouit d'une autonomie financière très intéressante, d'un niveau très intéressant. D'accord? Donc c'est le complément à 1. Un autre ratio, toujours dans la rubrique des ratios de structure, c'est le ratio de solvabilité générale ou bien globale. C'est le rapport entre l'actif total et les dettes totales, c'est-à-dire les dettes à long et moyen terme et les dettes à court terme. Et donc, son interprétation, effectivement, c'est la capacité de l'entreprise à honorer l'ensemble de ses dettes en liquidant son actif de façon totale. Passons maintenant à la deuxième rubrique des ratios. C'est la deuxième rubrique, celle qui concerne la rentabilité cette fois-ci. Donc, maintenant que nous avons vu est-ce que l'entreprise joue d'une bonne structure, maintenant, on va passer, est-ce qu'elle jouit d'une bonne rentabilité? Parce que chaque projet a justement une finalité, celle qui porte sur la rentabilité justement de l'entreprise. Et donc, pour savoir ces éléments-là, on peut effectivement avoir 3 types de rentabilité, comme vous les avez vus justement déjà. Et donc, il s'agit de calculer la rentabilité commerciale, qui est bien sûr le rapport entre le EBE sur le chiffre d'affaires hors taxe, ou bien le résultat d'exploitation sur le chiffre d'affaires hors taxe. Donc la différence ici, c'est que est-ce que l'entreprise voudrait intégrer la politique d'amortissement? S'il voudrait intégrer la politique d'amortissement dans le calcul, il utilise le résultat d'exploitation. Mais s'il voudrait faire exclusion faite de la politique d'amortissement, il s'intéresse justement à l'EBE, c'est-à-dire à faire le rapport entre EBE et le chiffre d'affaires pour voir quelle est la rentabilité du chiffre d'affaires, ou bien autrement, quelle est la part, ou bien combien représente l'EBE dans le chiffre d'affaires de l'entreprise pour statuer effectivement de la rentabilité commerciale. La deuxième, c'est la rentabilité économique, cette fois-ci. Bien sûr, la rentabilité économique, c'est le fait de chercher à savoir quelle est la rentabilité des capitaux investis. Et donc, la rentabilité des capitaux investis, c'est l'actif économique. Bien sûr, c'est le BE toujours, ou bien le risque d'exploitation sur l'actif économique, sachant bien sûr que l'actif économique, c'est l'actif immobilisé plus l'actif circulant, moins le passif circulant, qui est bien sûr, ça c'est le besoin en financement global comme nous avons déjà vu, c'est l'actif immobilisé plus besoin en financement global, ou bien c'est les capitaux propres plus les dettes à long et moyen terme, puisque effectivement quand je fais la somme de l'actif immobilisé plus l'actif circulant et je soustrais le passif circulant, il me reste la partie du financement permanent qui est les capitaux propres plus dettes à long et moyen terme. Et donc dans ce cas-là, je calcule ou bien je cherche à savoir la rentabilité des capitaux investis. D'accord? Pour la rentabilité financière, c'est autre chose. Je cherche surtout, cette fois-ci, à savoir la rentabilité des capitaux propres et non pas des capitaux investis. Des capitaux, justement, des capitaux propres. Et donc, je vois le résultat net sur les capitaux propres, effectivement, pour voir
est-ce que, ou bien combien ça représente le résultat net dans les capitaux propres, pour savoir de combien les capitaux propres contribuent à la réalisation du résultat net de l'entreprise, ou bien à l'échelle, pour réduire un peu, savoir quelle est la partie ou bien la part des dividendes dans les capitaux propres, pour avoir une idée sur la politique de dividendes de l'entreprise effectivement. Donc ça, c'est les trois ratios de rentabilité que l'analyste financier doit effectivement calculer pour statuer sur la rentabilité de l'entreprise. On passe à la rubrique suivante et on met une pause. Passons maintenant à la troisième rubrique des ratios, c'est la rubrique de liquidité. Cette fois-ci, la différence entre les ratios de liquidité et les ratios de solvabilité globale, c'est que les ratios de solvabilité globale, effectivement, ils prennent l'actif total et le passif total, et les dettes totales. C'est-à-dire, on prend et l'actif immobilisé et l'actif circulant, c'est-à-dire le long terme, la vision long-termiste et la vision court-termiste. Alors que la liquidité, les ratios de liquidité, ils s'intéressent juste sur le passé circulant ou bien les dettes à court terme. C'est-à-dire, on peut savoir, est-ce que, à travers ces ratios de liquidité, on peut savoir est-ce que l'entreprise a la capacité de rembourser ses dettes à court terme en liquidant son actif circulant total, ou bien en liquidant l'actif total sans toucher au stock, c'est la liquidité réduite, là c'est la liquidité générale, ou bien en, justement, quelle est la capacité de l'entreprise à rembourser ou bien à honorer ses dettes à court terme en faisant recours à ses disponibilités, ou bien justement à tout simplement sa trésorerie de l'actif, c'est-à-dire sans utiliser le stock et sans utiliser les créances et TVP. Et donc on a des niveaux. Le niveau général, c'est l'actif circulant de façon générale. La liquidité réduite, on soustrait le stock, et pour la liquidité immédiate, on ne laisse dans l'analyse que la trésorerie de l'actif, c'est-à-dire en faisant la soustraction du stock et la soustraction des créances et TVP. Et donc, bien sûr, là, on doit effectivement avoir des ratios qui répondent à des conditions. Par exemple, ici, on doit avoir un ratio de liquidité générale qui doit être supérieur à 1. Pourquoi? Parce que l'actif circulant il doit dépasser le passé circulant, justement pour dire que l'entreprise a une possibilité ou bien une capacité ou bien un ratio de liquidité global qui est favorable. La même chose pour réduite et pour justement le ratio de liquidité immédiate. Et donc c'est une rubrique qui donne une idée sur la liquidité à court terme, c'est-à-dire à la capacité, je reprends, à la capacité de l'entreprise à honorer ses dettes à court terme en recourant à son actif circulant totalement, ou bien en faisant la soustraction du stock, ou bien en s'intéressant que à la trésorerie active. À la rubrique suivante, on a les ratios de productivité, c'est-à-dire c'est une autre rubrique à laquelle l'analyse financier, l'analyse financier doit s'intéresser. Il doit s'intéresser effectivement à la productivité aussi. Et bien sûr, pour calculer des ratios de productivité, on a deux types de on calcule la répartition de la valeur ajoutée sur l'ensemble des contribuables à la création de cette valeur ajoutée. Il s'agit des salariés, des convoyeurs de fonds, de l'État, des actionnaires et de l'entreprise elle-même. C'est-à-dire, là, on va essayer de voir la part de chaque contribuable à la valeur ajoutée dans cette pâte-là, ou bien dans ce cadeau, dans ce gâteau, bien sûr, qui est la valeur ajoutée. Bien sûr, vient le rôle, ou bien le tour des ratios de réalisation. C'est-à-dire là, le plus intéressant, c'est le ratio d'intégration. Et donc, ce ratio d'intégration, il mesure effectivement la part de la valeur ajoutée dans la production. La part de la valeur ajoutée dans la production. C'est-à-dire, autrement dit, comme nous l'avons déjà souligné, nous avons dit que la valeur ajoutée est égale à la production, en général moins la consommation intermédiaire. Dans le cas où un ratio d'intégration est égal à 1, cela signifie que la production, la consommation intermédiaire, elle est égale à 0. Valeur ajoutée sur production est égale à 1, ça veut dire que valeur ajoutée est égale à la production, valeur ajoutée est égale à la production, ça veut dire que l'entreprise
n'a pas une consommation intermédiaire, et donc on va dire qu'il a un taux d'intégration très intéressant. Et donc généralement, on ne peut pas trouver un taux d'intégration qui est égal à 1. Généralement, on ne peut pas le trouver, mais effectivement, un ratio d'intégration qui est proche de 1 est un ratio, on va dire, qui renseigne d'un niveau d'intégration qui est plus important. Vient aussi le ratio de productivité, ou bien effectivement de productivité, on va savoir quelle est donc la part de chaque salarié dans la valeur ajoutée. Quelle est la part de chaque dirham investi au niveau des capitaux propres dans la valeur ajoutée. Et donc pour avoir un ratio de productivité intéressant, on va impérativement avoir une valeur ajoutée un peu plus importante et qui est réalisée par un nombre de salariés réduit. Plus le nombre de salariés réduit et la valeur ajoutée importante, et plus le ratio de productivité il est intéressant pour l'entreprise. Et plus de même pour les capitaux propres. Plus l'entreprise utilise moins de capitaux propres et réalise une valeur ajoutée un peu plus importante, plus elle est productive. Et c'est la notion dont vous avez parlé, monsieur, déjà, qui est la notion d'efficience. Donc, on utilise moins de ressources pour avoir à réaliser les objectifs préétablis ou bien souhaités. Merci. Donc, il nous reste la dernière rubrique concernant les ratios, ou bien la méthode des ratios. Il s'agit des ratios de gestion. Donc, c'est la dernière rubrique. Il s'agit effectivement de parler de 3 types de ratios. C'est surtout ceux qui concernent l'actif circulant et le passif circulant. Donc, l'actif circulant avec le stock et les créances clients, et le passif circulant ou bien les dettes à court terme avec les dettes fournisseurs. Donc, pour la rotation du stock, ou bien le ratio de rotation, généralement, on prend le coût sur le stock moyen, sachant que le stock moyen est égal au stock initial plus stock final sur 2. Et bien sûr, le coût, s'il s'agit par exemple des matières premières, on va dire achat consommé de matières et fournitures. S'il s'agit de marchandises, on cherche effectivement achat revendu de marchandises. Et donc là, la rotation du stock, c'est effectivement, il nous renseigne sur combien de fois l'entreprise renouvelle son stock. Et bien sûr, le temps d'écoulement, pour le temps d'écoulement du stock, il concerne effectivement, qu'est-ce qu'il concerne? Il concerne tout simplement de combien de fois par jour. Et donc là, la rotation du stock, c'est effectivement, il nous renseigne sur combien de fois l'entreprise renouvelle son stock. Et bien sûr, le temps d'écoulement, pour le temps d'écoulement du stock, il concerne effectivement, qu'est-ce qu'il concerne? Il concerne tout simplement combien de fois par jour. Bien, là c'est combien de fois par année, et ici combien de jours. Donc les ratios de gestion, pour les ratios de gestion, on a d'abord le ratio de rotation de stock. Pour le ratio de rotation de stock, on a évidemment soit le stock de marchandises, soit le stock de matières premières, soit le stock de produits finis. Et donc le stock par exemple, s'il s'agit du stock de produits de marchandises, on va justement prendre achat, j'ai dit, achat revendu de marchandises. S'il s'agit de matières premières, achat consommé de matières et fournitures sur le stock moyen qui est bien sûr qui est justement calculé par la formule stock initial et stock final sur 2 effectivement. Là, c'est combien de fois que le stock se renouvelle au niveau d'une année. Et pour calculer de combien de jours ils sont nécessaires pour que le stock se renouvelle, on multiplie ou bien on divise 360 jours sur le ratio de rotation, ou bien autrement dit, on inverse le rapport et on inverse le dénominateur et le numérateur, et on a stock moyen au numérateur et le coût au dénominateur que je multiplie fois 360 jours pour avoir le temps d'écoulement, c'est-à-dire combien est la période d'écoulement, combien de jours que le stock reste
avant qu'ils soient donc renouvelés dans l'entreprise. Pour les rotations des créances clients, on a le chiffre d'affaires sur les clients et comptes rattachés, c'est le compte au niveau du bilan. Bien sûr, de même pour le temps d'écoulement. Ici, le temps d'écoulement, c'est 360 sur le ratio, et donc combien de jours nécessaires pour effectivement faire la rotation des clients, je dirais des créances clients, c'est-à-dire c'est l'écoulement des créances clients, ou bien ici, combien de fois par année on peut avoir un certain écoulement des créances clients. De même, justement, pour la rotation des dettes fournisseurs, on a achat, puisque la relation qui nous relie avec le fournisseur, c'est les achats. Donc, c'est les achats sur le compte fournisseur et compte rattaché, justement, pour voir combien de fois les dettes, bien quel est le délai, on va dire, pour que les dettes fournisseurs soient donc effectivement honorées effectivement. Et donc là, pour le temps d'écoulement, combien est le délai moyen pour justement le délai des dettes fournisseurs. Ça, c'est le délai des créances clients, et ça, c'est le délai des dettes fournisseurs. Donc là, effectivement, ça nous donne une idée cette fois-ci sur la gestion, non pas sur la structure, ni sur la rentabilité, ni sur la liquidité, ni sur la productivité, mais sur la gestion, c'est-à-dire est-ce que effectivement l'actif circulant et le passif circulant effectivement jouit effectivement d'une certaine rotation. Parce que si je dis que le stock jouit d'une rotation un peu plus vite, ça donne une idée que la gestion de l'entreprise ou le cycle d'exploitation de l'entreprise roule à une grande vitesse, et que ce qui dit que l'entreprise, il a une bonne gestion. La même chose pour les créances clients. S'il y a une rotation des créances clients à haut niveau, ça veut dire qu'il y a le cycle d'exploitation de l'entreprise, il jouit d'une bonne santé, parce qu'il y a des clients à qui on vend des marchandises ou des produits finis, peut-être, mais qui a un roulement. Il y a un roulement des créances clients. Effectivement, pour les dettes, s'il y a effectivement une rotation des dettes fournisseurs, ce qui dit que le cycle d'exploitation jouit d'un rythme ou bien d'une vitesse à un rythme, ou bien d'un rythme à une vitesse importante, ce qui dit que l'entreprise est en bonne santé, on va dire, surtout au niveau de la gestion. Donc c'est ainsi que la vidéo qui porte sur la méthode des ratios prend fin. J'espère qu'elle vous a intéressé. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.